Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans l'univers de l'expérience client et du marketing. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette conférence sur l'expérience client en face à face, qui tend à se réinventer, notamment en raison de la montée en puissance du digital et des nouveaux canaux que l'on connaît tous. Agences, boutiques, concessions, lieux d'accueil, grandes surfaces, les enseignes doivent repenser la façon dont elles interagissent avec leurs clients. Des clients qui jusqu'ici plébiscitent la relation client physique. Selon le dernier observatoire des services clients, 94% des Français sont satisfaits de la relation client en face à face, ce qui est quand même un chiffre relativement fort. Pour faire en sorte que cette expérience client continue de les satisfaire, voire qu'elle les enchante, quelles approches, outils et dispositifs managériaux peut-on imaginer? C'est ce que nous allons voir avec les trois intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord, Céline Huyghe-Legrand, vous êtes responsable relations clients au Printemps. Vincent Giraud, vous êtes VP Digital Sales du Club Med. Et enfin, Jean-François Lédet, vous êtes directeur de la relation client d'Air Liquide Santé International et membre du conseil d'administration de la FRC. Alors, on va faire un premier tour de table, déjà pour que vous puissiez nous présenter chacun vos missions et vos fonctions au sein de vos entreprises respectives. On commence par vous, Céline ? Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Céline Legrand, je suis responsable de la relation client pour Printemps Haussmann. Je pense que c'est un magasin qui est relativement connu. J'ai donc pour mission d'améliorer la qualité de l'accueil et la prise en charge de nos clients en magasin. Et j'ai envie de dire, les principaux enjeux, c'est de faire prendre conscience justement que c'est la qualité de la relation client qui va être notre élément différenciant face à la montée en puissance, bien sûr, du e-commerce. Jean-François ? Donc Jean-François Lédet, je suis directeur de la relation client pour les opérations mondiales santé. C'est-à-dire que nous accompagnons nos médecins, nos hôpitaux, nos infirmières et les patients sur tout le suivi de leur traitement, à la fois à domicile et à l'hôpital. La relation client, elle est présente dans 35 pays avec 1200 collaborateurs et nous traitons à peu près 7 millions d'appels entrants par an. Voilà. Et donc je suis en charge de la partie relation client et du programme expérience client aussi. Et enfin Vincent ? Vincent Giraud, donc je suis directeur de l'e-commerce du Club Med et du développement des outils commerciaux en agence de voyage et dans nos contact centers. L'enjeu, l'objectif, c'est d'offrir à nos clients des parcours immersifs et tout cela dans une stratégie omnicanal pour que ce soit fluide. Alors, j'ai juste oublié de préciser une petite chose. Sur les écrans à droite et à gauche, vous avez un numéro de téléphone. Vous pouvez envoyer vos questions à nos invités que je prendrai en fin de conférence. On va démarrer, du coup. Aujourd'hui, on a une explosion du digital, des outils digitaux. On parle de chatbot, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que pour autant, ça a pris la place de la relation client face à face? Comment, justement, ça a fait évoluer cette relation client. Jean-François, par rapport à vos observations, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que les interactions entre les clients et une marque se font au niveau global. Lorsque vous êtes un consommateur, vous voyez uniquement une marque. Vous interagissez par le web, vous interagissez en magasin, vous interagissez à distance, que ce soit en conversationnel, par mail ou call. Ça veut dire que globalement, quand vous étudiez vos parcours clients, vous récupérez les insights clients, vous ne pouvez plus considérer votre approche département par département. L'approche, elle est globale. C'est une relation consommateur jusqu'à la marque. Ça veut dire que la relation client face-face fait partie intégrante comme elle l'a toujours été, mais c'est encore plus renforcé puisque c'est une des étapes du parcours, une des étapes au cours de laquelle on va récupérer de l'information client et au cours de laquelle on va utiliser cette information. C'est donc une étape à risque, puisque la deuxième raison pour laquelle je pense que cette relation client face-face, elle est de plus en plus importante, c'est que on met en exergue tous les sens. Ça, c'est facile à dire. Donc, on a notre commercial qui va pouvoir échanger, voir ses interlocuteurs, négocier. On va jouer sur un petit peu tous les sens. Le technicien qui va intervenir, que ce soit en entreprise ou avec un particulier, pareil. Là où, à distance, la relation client à distance, on se focalisait sur la voix et l'ouïe. Donc, c'était beaucoup plus dur et on travaille sur la posture. Vous savez que 70% de la qualité perçue sur un appel téléphonique, elle se fait sur du non-verbal. Donc, depuis des années, les anciens là, du CK le savent. On a ce travail sur la posture. Et en fait, je pense que la relation client d'aujourd'hui en face à face, elle est
encore plus prégnante puisqu'on a un amas d'informations qu'on va récupérer sur le client. Et si on met en exergue tous ces sens avec cette information client, on est capable de vraiment transformer l'expérience. Alors Céline, vous, au printemps, le face-à-face, c'est votre cœur de métier. Alors justement, quelle est l'importance pour vous de l'expérience client face-à-face et quelle est votre approche au printemps ? Alors effectivement, nous, le printemps, on est un peu ce que j'aime bien appeler les pure players du commerce physique, puisque nous avons 150 ans, un peu plus de 150 ans d'âge. On fait partie du patrimoine culturel parisien et français. On apparaît dans les guides touristiques. Les gens viennent visiter les magasins du printemps parce qu'on a une coupole, parce que certaines façades sont classées. Et quelque part, on vend aussi des produits dans la pyramide de Maslow, qui sont quand même tout en haut. C'est-à-dire que personne n'a besoin absolument de manière indispensable d'un sac Gucci. En revanche, les gens ont très envie de se faire plaisir et ça nous sert bien. Donc en fait, ce qui est vraiment le plus important, c'est la qualité effectivement de la relation client en face à face. C'est vraiment ça qui va faire notre différence. Nos produits, les produits qu'on vend, on les vend au printemps, on les vend bien sûr ailleurs. Alors en ce qui concerne Printemps Haussmann, on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'autre côté de la rue, enfin même sur le même boulevard, un concurrent direct qui est présent et qui vend à peu de choses près les mêmes produits que nous. On a également des boutiques, bien évidemment. Nos clients voyagent beaucoup, donc ils ont la possibilité d'acheter ces produits à Paris, au printemps, mais également ailleurs. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment la qualité de la relation que le vendeur va pouvoir instaurer avec le client, parce qu'on est dans un achat plaisir, on n'est pas dans un achat vraiment on répond pas à un besoin, on est dans un achat plaisir. Et donc ce qu'on essaye d'inculquer à nos vendeurs, en fait, c'est vraiment entrer dans la relation. Et ça fait partie de nos gènes. J'ai envie de dire à tel point que dès 1931, il y avait un petit mémo qui s'adressait aux vendeurs dans lequel on disait ne vendez pas seulement dans le but d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais plus pour faire plaisir aux clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN et qu'on essaye de cultiver tout au long de l'expérience client. Alors on va développer ensuite pour voir justement comment vous faites, quelle est votre approche au printemps par rapport à cette relation client face à face. Vincent Giraud, au Club Med, quelle est la part justement de ce canal aujourd'hui par rapport au digital, notamment au Club Med ? Alors la part de la voix, ça va être si on parle au niveau vente, ça va être 25 de la voix, pardon, du face à face, c'est 25%, donc ce qui reste assez considérable et important. Et le face à face est un élément différenciant pour nous dans l'expérience client. Et néanmoins, quand on regarde le face à face, ce qui va être important au Club Med, de notre point de vue, c'est regarder l'expérience omnicanal, parce que cette expérience, elle va démarrer online, donc sur le site internet, puisque 95% des parcours de vente débutent sur le site internet. Et une fois que jusqu'au moment où le client va passer à l'acte, il va se passer 90 jours, donc c'est considérable. Et donc du coup, entre la première connexion sur le site internet et l'achat, c'est un trimestre qui se passe, ça va être 11 contacts, et 85% des contacts vont être avec un humain. Donc ça laisse imaginer toute la place de l'humain pour le Club Med dans ce parcours de l'expérience, parce que c'est une valeur ajoutée, parce que c'est un besoin de réassurance, parce que les vacances, c'est un moment important. Alors vous avez opéré une montée en gamme ces 10 dernières années et notamment vous avez travaillé beaucoup sur justement les agences et sur la montée en gamme des agences. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc pour nous, les agences de voyage sont au cœur du dispositif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment des vacances, c'est un moment qui est rare, qui est précieux pour nos clients. C'est le moment où on va se ressourcer soi-même, c'est le moment où on va se ressourcer en famille. L'enjeu, c'est de revenir changer de ses vacances, donc c'est un moment extrêmement important. Et dans ce contexte-là, le passer du temps avec un agent, passer du temps avec un humain, c'est le moment de construire son séjour, de s'assurer que ça va être personnalisé, que ça va correspondre à son besoin. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de refondre un peu notre concept d'agence de voyage pour justement apporter ce qu'on appelle, nous, la considération client. Et donc, l'expérience client, on l'a bâtie sur 3 piliers. Le premier, c'est mobile first. Donc, c'est le digital, puisque c'est là où le client va prendre le premier contact. Le deuxième, ça va être l'omnicanal. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'expérience augmentée. Donc, ça va être la différence de nos vendeurs que vous allez pouvoir retrouver en agence de voyage. Et l'objectif, ça va être que dès le moment de l'agence de voyage, le client puisse vivre un avant-goût du Club Med, un avant-goût au moment de sa réservation. Donc on intègre dans l'ensemble de nos agences de voyage la réalité virtuelle pour faire découvrir à nos clients les villages.
Mais on a aussi développé un concept nouveau qui sont des appartements agences de voyage. Donc aujourd'hui, on a ouvert une agence aux Champs-Élysées, on en a ouvert une la semaine dernière à Passy, où les clients peuvent venir en famille dans une agence de voyage qui est un appartement, où là, le client va y passer du temps et va vraiment rencontrer des agents de voyage, des conseillers qui vont être personnels. Alors, quelle est la différence justement entre ces appartements-là et ces agences ? La différence, c'est l'expérience de vie. C'est quand vous rentrez dans une agence de voyage, c'est comme si vous rentrez dans un magasin. On est tout de suite, on se dit, voilà, j'arrive, je rentre, je vais parler à un vendeur. Quand on rentre dans un appartement, le confort est beaucoup plus grand et on vient avant tout discuter et rêver. C'est un moment où on passe du bon temps également et c'est tout l'intérêt de découvrir ces nouvelles expériences. Et alors, au niveau du parcours client, finalement, est-ce que c'est dans l'agence, ou dans le fameux appartement dont vous parliez, qu'on transforme l'achat ? L'achat va se transformer dans un cas sur 4, justement dans nos agences de voyage, donc dans ces appartements. Et un quart va se faire sur le site internet et le reste va se faire via nos contact centers à distance. Très bien. Jean-François, le face-à-face peut correspondre à plusieurs étapes du parcours client, à un moment de cycle de vente. Vous, qu'est-ce que vous observez justement par rapport à ça ? Quel est son rôle aujourd'hui ? Est-ce qu'on y va pour acheter, pour regarder, pour être conseillé, etc. Et puis, ça répond finalement à quelles exigences des consommateurs aujourd'hui ? Alors, comme Vincent le précisait, je pense que les actes d'achat ont considérablement évolué avec ce qu'on voit sur l'expérience client, tous les travaux. Sur un parcours client jalonné de, par exemple, une quinzaine d'étapes clés, on va voir que certains moments qui comptent, moments importants, moments de vérité, vont se situer bien en amont de ces anciennes phases d'achat et que finalement, ce qui hier était une finalité, je me suis décidé, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à des amis, j'ai vu un catalogue, j'ai regardé sur Internet et je vais au magasin pour acheter. Mais finalement, on va plutôt parler cette fois-ci de continuité, c'est-à-dire que je vais me lancer dans mon parcours, ce fameux journée en anglais, c'est bien voyage. Donc quelque part, on a différentes étapes qui vont jalonner ce voyage. Dans ces étapes-là, on a effectivement une relation face-face qui va nous conforter dans nos choix, confirmer des convictions, possiblement déraper aussi, parce qu'on a des risques en face-à-face de désillusion. Le beau site web, les belles promesses, la promesse de marque peut clairement échouer dans ces instants-là. Donc je pense que la posture des vendeurs, les compétences aussi associées sont plus du tout les mêmes quelque part, puisque on ne doit pas vendre pour vendre à l'instant T, on doit enrichir l'expérience. On parle beaucoup d'émotion. Vincent le disait, je ne viens pas dans un magasin, je viens dans un appartement, je viens sentir une ambiance. Donc il faut à mon sens que toujours les différents silos de l'entreprise prennent conscience de ça, de manière à ce que, à ces étapes clés, chacun y contribue. Une étape n'est pas l'apanage du marketing uniquement. L'autre étape, parce que c'est un point de vente, uniquement le patron du retail. Non, chacun doit y contribuer pour faire que ce moment, cet événement, soit profitable pour que, au moment où il y a le déclenchement d'achat, il se fasse dans de bonnes conditions. Alors justement, on parlait d'émotion. Céline, on est vraiment dedans au printemps aussi. Comment on fait, surtout face à une clientèle qui est quand même particulière chez vous ? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, la clientèle du printemps ? Oui, effectivement, la clientèle est particulière et on l'a vu vraiment évoluer ces dernières années suite à notre repositionnement. On a vu arriver une très forte clientèle étrangère et notamment asiatique qui vient dans les grands magasins pour consommer du luxe. Et puis une clientèle VIP, qu'elle soit locale ou internationale également, donc avec beaucoup d'exigences, une clientèle qui voyage beaucoup, une clientèle qui peut comparer, qui est habituée à certains standings, à un certain service. Je veux dire, les Français n'ont pas pour réputation d'être les meilleurs en matière de service, les Parisiens non plus et les grands magasins pas forcément non plus. Donc on partait pas forcément avec tous les avantages dans notre petite poche. Pour autant, on s'est vraiment attelé à changer cette image et à travailler à l'amélioration de la qualité de la relation client et de l'accueil de nos clients en magasin. Ça passe aussi par la création de nouveaux postes, des métiers de personal shopper, par exemple, ont vu le jour au printemps pour justement accueillir cette clientèle et la servir au mieux.
des métiers d'expert-vente aussi, qui sont aussi, eux, experts sur un périmètre un petit peu plus restreint, mais qui vont accompagner le client ou la cliente et qui ne vont pas être juste campés sur un seul corner, une seule de nos boutiques. On a également recruté ce qu'on appelle des guest relations, donc on s'est beaucoup inspiré de l'hôtellerie de luxe qui a ce genre de poste, et donc des guest relations qui sont donc une population multilingue qui va accompagner, être facilitateur d'achat pour cette clientèle qui est beaucoup en relation avec les hôtels de luxe de la capitale, pour les accueillir, être prévenus de leur arrivée chez nous, les accueillir à leur arrivée et puis encore une fois les accompagner tout au long de leurs achats, parce que le magasin est grand, c'est 45 000 m². Haussmann, le printemps, c'est trois magasins les uns à côté des autres qui sont reliés par des passerelles. Donc la circulation et la déambulation peut nécessiter un accompagnement spécifique quand on ne connaît pas parfaitement le magasin. Donc ce sont des services qu'on a mis en place comme ça. Et puis on travaille également sur l'animation du magasin pour faire vivre à nos clients une expérience qui sorte un petit peu de l'ordinaire, avec donc des DJ qui peuvent mixer sur certains étages, des dégustations, puisqu'on a maintenant un printemps du goût, avec du coup pas mal de dégustations, avec des partenariats avec des chefs, voilà, tout ce qui va permettre aux clients de vivre un moment exceptionnel, différent de ce qu'ils pourraient vivre en boutique classique. Alors, les personal shoppers, comment ça se passe? C'est à la demande du client? C'est vous qui le proposez? Comment ça fonctionne exactement? Alors, sur le service de personal shopping en tant que tel, ça fonctionne sur rendez-vous. Donc, on a un salon d'accueil et puis des cabines un peu spacieuses et très confortables. Et donc, le client se présente dans ce salon. On lui présente donc la sélection de produits qu'on a faite en amont et le client peut essayer à cet endroit-là. On peut avoir également donc notre population d'experts ventes qui va être un peu plus volante et qui va, capter le client ou la cliente pour lequel on va se rendre compte qu'il a besoin d'aide ou que manifestement, c'est un peu du profiling, hein, c'est vrai, on a des profils de clients quand on voit le sac que les clientes portent ou le manteau, etc. Potentiellement, c'est des gens qui peuvent avoir besoin, qui connaissent la mode, qui vont avoir envie de passer un moment intéressant au printemps. Et donc, voilà, ces experts ventes vont les solliciter à ce moment-là et proposer leur aide directement aux clients en magasin. Et en préparant cette conférence, vous me disiez qu'il y avait des relations même très personnelles qui se créaient finalement entre certaines conseillères de vente et certaines clientes ou certains clients. Oui, tout à fait. C'est vrai que, je le disais, c'est vraiment la relation client qui prime. Et bien évidemment, quand un personal shopper ou un expert vente va être en contact avec une cliente qu'on va commencer à connaître, parce qu'on l'a vu plusieurs fois, il y a une vraie relation personnelle qui se noue, et certains personal shoppers sont invités à aller partager, assister à une pièce de théâtre, par exemple, avec le client ou la cliente, ou même être invité au mariage de la fille d'eux, parce que justement, il y a une vraie relation qui s'est nouée. J'imagine que c'est le genre d'informations qui ne sont pas nécessairement dans le CRM, mais voilà, c'est toute la relation client personnalisée. Justement, Vincent, en parlant d'outils, comment vous intégrez toutes les datas sur les clients? Comment ça se passe dès lors qu'un client passe en agence? Est-ce que c'est l'occasion justement de capter le maximum d'infos sur ce client-là? Et comment on fait pour faire la passerelle entre le site internet et les autres outils, les autres canaux? Oui, la data, c'est la base de la relation. Ce qu'il faut remettre, c'est le contexte du travel sur les 10 dernières années, où avant, quand un client contactait une agence de voyage, il n'avait aucune information, et c'était l'agent de voyage qui avait toute l'information. C'était le seul à avoir accès à la billetterie. C'était le seul à avoir accès au stock, c'était le seul à avoir accès au prix. Donc le client, il appelait, il n'avait aucune information, aucun moyen de vérifier, et il faisait confiance à son agent de voyage. La relation aujourd'hui, elle s'est complètement inversée, puisque un client, avant d'appeler son agent de voyage, il va regarder toutes les informations sur Internet, il a accès à tout, et il peut décider par lui-même. Donc ce qu'il cherche, c'est totalement différent. Aujourd'hui, quand il appelle, il a besoin d'être rassuré. Et donc, nous, la question qu'on s'est posée il y a quelques années, c'était de se dire, mais du coup, comment le vendeur peut reprendre la main et rapporter une nouvelle valeur ajoutée à son client. Et donc, la data et l'outil fait partie de la solution. Je dis fait partie de la solution parce que c'est avant tout une transformation commerciale sur les hommes avant d'être une transformation sur les outils, mais tout se base quand même ça se base quand même sur les outils. Et donc, on a déployé, nous, dans nos agences de voyage, un nouveau CRM. Et quand on a déployé ce nouveau CRM, l'objectif, c'est de donner à nos agents de voyage l'ensemble des informations sur le client.
mais c'est aussi donner les mêmes informations que le client a. Donc on a intégré notre site internet au sein de notre système de réservation, ce qui permet que par exemple un client, quand il va faire un devis sur le site internet, son agent de voyage personnalisé a directement l'information. Et donc quand le client appelle, quand le client envoie un mail, quand le client arrive en agence de voyage, le vendeur a déjà toutes ces informations. Il a même pu préparer en amont des choses qui lui sont un peu personnalisées ou dédiées. Et donc là, on apporte de la valeur ajoutée sur le conseil. Même question malgré tout, Céline, parce que certes, j'imagine qu'il y a une relation très particulière qui peut se sceller entre certains clients et certaines conseillères de vente. En revanche, le CRM doit être aussi un outil quand même relativement important pour vous. Oui, ça en est un. Alors, nous avons mis en place un nouveau programme de fidélité il y a maintenant près de 2 ans. Bien évidemment, ça s'accompagne d'outils de clienteling qui nous permettent de connaître le client en fait, qu'on a en face de nous. Donc on a équipé nos managers des ventes de tablettes de manière à ce qu'ils puissent avoir accès à ce clienteling et répondre à une demande cliente sur son programme, sur les points qu'elle a, etc. Après, on sait qu'il y a énormément de choses à faire sur ce sujet-là. On en est aux prémices, nous, au printemps, en fait. Alors Jean-François, on se rend compte souvent quand même que ça pêche encore beaucoup aujourd'hui en termes de data et sur la fluidité des data entre les différents canaux, et notamment entre le point de vente et puis le site internet, notamment quand il y a un site e-commerce. Qu'est-ce que vous observez aujourd'hui et est-ce qu'on est quand même sur la bonne voie? Est-ce que les entreprises, les enseignes sont en train d'y travailler? Je pense qu'il y a deux sujets. Au niveau des datas, on parle de CRM ici, c'est bien. Quand vous faites le tour auprès de différentes entreprises, je prends l'exemple à la FRC où on a une suffisamment grande communauté, on voit un bon nombre d'entreprises qui nous disent, voilà, les données, moi le problème c'est que le CRM, il est chez les commerciaux, c'est un CRM pour les vendeurs. Le CRM en centre de contact, on ne l'a pas forcément, on va utiliser un ERP. Les données clients sont perdues, donc données non structurées dans des champs de l'ERP. Quand vous voulez agréger tout ça et avoir une vue 360, on a plein de belles promesses ici sur le salon, sauf que dans la réalité, la vue 360 client, c'est un peu compliqué. Donc déjà, d'un point de vue back-office, d'un point de vue interne, ces données, elles sont dans différents systèmes. C'est assez compliqué. Donc ce sont des gros chantiers. Voilà. Et quand bien même on engage des chantiers, on a des CRM, il en reste toujours en périphérie. C'est le premier point. Le deuxième point, il va concerner la gouvernance. C'est-à-dire que la donnée, physiquement, c'est une donnée. Mais qui la gère, qui en a la responsabilité? Posez-vous la question déjà chez vous des points de contact que vous avez avec les clients. Donc, c'est-à-dire des points de contact qui accueillent un client, qui enregistrent de la data client, qui vont l'utiliser. En moyenne, nous, quand on fait l'exercice, en tout cas dans nos communautés, on est à 5 points de contact différents, correspondant à 3 membres du CODIR différents. Ça veut dire que les contacts arrivent à la DAF, parce qu'à un moment donné, sujet de facturation. Ça arrive aux ventes. Ça arrive au market parce que site web, parce que com. Ça arrive au centre de contact. Alors, tout dépend à qui il est rattaché. Sauf qu'in fine, tous ces patrons de CODIR, ils ont des objectifs différents, des visions différentes du client, des responsabilités, des primes aussi différentes. Ce qui fait que fondamentalement, ils ne vont pas forcément dans le même sens. Et donc, c'est ce genre de question, à mon sens, qui est crucial d'adresser. Sinon, on sait que tous ces beaux projets, quelque part, vont patiner, vont pas complètement porter leur fruit. Et la data ne sera pas exploitée. Et je le répète par rapport au sujet d'aujourd'hui, la relation client face-face, c'est une relation client ultra exposée puisqu'on met en exergue tous les sens. Si le vendeur, le retailer, le technicien qui intervient n'a pas la bonne donnée au bon moment, c'est là où en face à face, il peut se décomposer. Et là, c'est là où la promesse de marque peut tomber. Donc la donnée, Vincent le disait, on le sait tous, elle est cruciale. Si on déverrouille et qu'on arrive à faire des passerelles entre les silos sur les données en interne et sur cette gouvernance, puisqu'il y a plusieurs honneurs de la data en interne. Alors, après les outils, un mot quand même sur le management et sur le recrutement. Aujourd'hui, le point de vente, c'est un lieu d'expérience, de vie, on le disait, de conseil, de vente, où quand même ça nécessite une certaine compétence et puis une gestion aussi des émotions des clients qu'on a en face de soi. Comment vous abordez justement cette problématique chez Club Med? Alors, chez Club Med, on a un avantage qui sont notre produit qui fait rêver et fait aussi rêver nos vendeurs. Donc on a la chance d'avoir des vendeurs qui vont être assez engagés, qui vont être assez attachés à la marque
Et après, on a une autre facilité pour les former, c'est nos resorts, puisque du coup, c'est le meilleur lieu pour nous, pour aller former nos équipes commerciales, pour leur faire découvrir le produit et ensuite pour pouvoir l'expliquer à nos clients et raconter l'expérience réelle Club Med. Donc du coup, cette partie-là fait que l'émotion va se transmettre un peu plus facilement. Donc ça, c'est le premier point pour la formation. Après, évidemment, on va utiliser tout ce qui va être le e-learning. Et puis, on a des directeurs régionaux de proximité qui font évoluer constamment la formation. Oui, parce que je parlais des agences, mais la relation client face à face au Club Med, c'est partout finalement. C'est dans tous les clubs, c'est tous les personnels au contact. Oui, alors pour la partie resort, donc là, on s'est un peu inspiré du printemps. Enfin, au moins, on a pris un parallélisme. C'est les guest relations qui viennent de l'hôtellerie du luxe et qui sont un concept. Donc nous, on a ce qu'on appelle les géos qui sont dans nos resorts et qui font vivre l'expérience à nos clients. Et puis, effectivement, on a une clientèle qui est de plus en plus haut de gamme, qui est de plus en plus internationale. Et tout le sens se retrouve avec ces guest relations qui vont encore personnaliser davantage la relation. Alors Céline, vous nous parliez de plusieurs types de fonctions au sein de Printemps. Et puis, il y a aussi finalement beaucoup de conseillers qui ne sont pas recrutés par l'enseigne, qui sont recrutés directement par les marques. Comment on fait justement pour uniformiser la culture client, la stratégie par rapport à cette problématique-là ? Alors, c'est un vrai enjeu, hein. C'est une spécificité des grands magasins. Je sais pas si ça existe ailleurs. Effectivement, on a la majeure partie des vendeurs et des conseillers que vous rencontrez quand vous venez au printemps ne sont pas recrutés par le printemps, ne sont pas embauchés par le printemps, mais le sont par les marques. Donc, ce qui est vraiment une spécificité, ce qui rend compliqué le management, puisqu'on a des managers d'étage qui encadrent toutes les équipes, donc les équipes bien sûr salariées du printemps et les autres. Pour autant, nous ne les rémunérons pas, mais c'est quand même nous qui les voyons travailler tous les jours. Et puis ces vendeurs-là sont donc embauchés par les marques, sont donc formés par les marques, et les marques attendent d'elles une certaine attitude, une certaine relation avec les clients, un certain cérémonial de vente. Et bien évidemment, Chanel, par exemple, ne va pas accepter qu'un vendeur n'applique pas son cérémonial de vente, mais applique le cérémonial de vente du printemps. Donc notre enjeu, c'est pour autant qu'un client quand il rentre au printemps et qu'il va aller dans une boutique de marque, ressente quand même l'image du printemps. Donc on travaille en fait au quotidien à fédérer l'ensemble de ces équipes autour d'une fierté d'appartenance, de travailler au printemps. Donc bien évidemment, je suis salariée de la marque Dior, mais je le fais aussi au printemps. Donc ça va passer par des événements qu'on va dédier aux collaborateurs et pour lesquels on va en fait inclure et faire participer bien entendu ces démonstrateurs ou démonstratrices de marque. Je pense par exemple à la fête des Catherinettes, qui est un événement qui est propre aux maisons de couture et qui a lieu, donc qui est fêté chaque année le 25 novembre. On fait défiler dans le magasin les jeunes filles de 25 ans non mariées, c'est assez traditionnel, mais coiffées d'un chapeau jaune et vert. Et bien en fait, dans ces participantes, on en a une grande majorité qui font partie des marques avec lesquelles on travaille et qui sont aussi, se sentent valorisées de faire partie d'une équipe au sein du printemps. Et puis on a également, pour repartir sur un aspect peut-être un peu plus objectif de travail, sur du mystery shopping, où on a lancé un programme assez dense de mystery shopping il y a maintenant 5-6 ans. Notre objectif étant que notre grille de clients mystères fonctionne aussi bien pour de la maroquinerie que pour de la parfumerie, sur une marque très luxe et sur une marque qui l'est un petit peu moins, puisque sur ces 45 000 m², on n'a pas que des boutiques de luxe, bien évidemment. Et donc l'enjeu, c'était que les critères d'audit de cette grille de clients mystères fonctionnent pour l'ensemble des marques qui sont présentes au printemps. Et c'était important aussi pour nous que toutes les marques participent à cet audit pour justement fédérer tout le monde autour de cet objectif et cette ambition commune d'améliorer la qualité et la prise en charge de nos clients en magasin. Et toutes les marques sont entrées dans le jeu. Bien entendu, il y a des marques qui sont déjà très abouties elles-mêmes, d'autres qui le sont un petit peu moins. Mais globalement, on a vraiment tous un objectif commun. Et ça, je pense qu'on n'a pas eu de difficulté à faire adhérer l'ensemble de nos partenaires sur ce sujet-là. Vous n'avez pas nécessairement de réticence de la part de certaines marques par rapport à ce dispositif ?
Aucune. En fait, les marques certaines pratiquent également utilisent ce genre d'outils chez elles. C'est un coût qui est non négligeable. En général, elles sont ravies qu'on leur fournisse, nous, un audit, en plus de celui qu'ils peuvent pratiquer chez eux. Alors justement, une question par rapport à je reviens sur la data parce que on se dit à qui appartiennent-elles? À la marque, au printemps? Comment ça se passe justement? Très compliqué. C'est un sujet qui est effectivement très compliqué. Les clients rentrent au printemps. Et donc, ce sont des clients du printemps. Pour autant, bien évidemment, nos marques ont elles aussi des programmes de fidélité, elles aussi des CRM, elles aussi collectent de la data. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité, mais voilà, qui effectivement est un vrai enjeu. Ok, très bien, merci. Jean-François, on parle de satisfaction client. Est-ce qu'il faut avoir finalement les mêmes références de mesure de la satisfaction, quels que soient les canaux? Alors, je pense que chaque canal est différent parce qu'on parle de satisfaction, on va parler de satisfaction perçue. Quand on parle de NPS, si vous regardez un parcours client, le NPS, c'est une vue globale, c'est une volonté de recommander. À partir de là, on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Donc moi, ce que je pense à titre personnel, c'est que chaque moment de vie du parcours client a ses contraintes, a ses particularités et a ses leviers, a ses codes. Un travail sur la posture, un travail sur le discours, un travail sur le conversationnel, ça peut être sur l'immédiateté dans un chat ou dans un email par exemple. Et donc, on parle souvent de under promise, over deliver, c'est-à-dire qu'il y a une promesse de marque. Si moi, consommateur, j'aspire à ce qu'on me réponde ou qu'on me fournisse tel service ou tel produit, si aux différentes étapes clés de décision, de réassurance, d'achat, de livraison, suivant les métiers, c'est différent, hein, les moments sont clés, les moments des indices quelque part, pondérations différents. Si à ces moments-là, je transforme l'expérience en créant de l'émotion et en rajoutant la petite touche pour être légèrement au-dessus de cette attente, là, dans ce cas-là, je crée de la satisfaction. Donc je pense qu'il ne faut pas... L'expérience client, vous le voyez à travers les différents meetings, c'est quand même des concepts récents. C'est une vue globale du parcours. On évite d'être auto-centré. Ça, c'est très bien. On remet le client au centre. C'est très bien. Maintenant, il faut arrêter. Il ne faut pas être dogmatique non plus. Chaque entité a ses marques, ses gènes, son empreinte et doit, en utilisant ces méthodes, définir ce qu'elle estime être la valeur de la marque et donc associer à ça la promesse de marque. Et donc je pense qu'il faut dissocier par canal et en tout cas dissocier par rapport au moment qui compte, moment de vérité. Alors Vincent, au Club Med, comment ça se passe pour mesurer justement la satisfaction client? Est-ce qu'il y a plusieurs outils? Est-ce qu'il y a plusieurs indicateurs? Comment ça fonctionne exactement? Alors nous, on a un seul outil, ce qui peut ne pas être suffisant et du coup, on va certainement aller un peu plus loin. Mais on a un outil historique qui date d'il y a 60 ans, qui est notre questionnaire de satisfaction, qui est assez générique, global, enfin pas générique, mais qui est assez dense plutôt, et qu'on donne à nos clients à la fin de leur séjour. Et sur le sujet des vacances, on a de la chance, c'est que les clients ont envie de s'exprimer, et donc on a des taux de retour sur ces enquêtes de satisfaction qui sont de 60%. Et ces enquêtes de satisfaction vont couvrir l'ensemble du parcours, donc le début de l'achat, le séjour et l'après-séjour. Donc du coup, c'est par rapport à ça où on peut étudier la satisfaction de nos clients. La satisfaction qui est liée au face-à-face, on sait donc la suivre et elle est bien meilleure que la satisfaction suite à un achat en ligne ou en contact center. Voilà, ça explique tout le rôle de l'humain. C'est aussi des profils de clients qui sont un peu différents, qui vont en agence de voyage. Ça va être des familles trigénérationnelles sur des paniers moyens qui sont également différents. Mais on se rend compte que l'accompagnement qui a été fait par des conseillers avec une personnalisation, un conseil, de la réassurance font qu'au final, l'expérience globale des vacances va être meilleure. La différence justement entre un client qui est passé par une agence et un client qui, mettons, est passé par le site et par le téléphone seulement. Est-ce qu'il y a une différence justement en termes d'expérience? Est-ce que vous mesurez ce genre de choses? Non, on ne va pas mesurer concrètement la différence de canal. On va voir que les clients est différent. Ce n'est pas le même type de clientèle. Sur Internet, on va avoir beaucoup plus des achats late booking. En agence de voyage, c'est des gens qui vont beaucoup plus préparer. Mais mis à part ça, on ne va pas aussi loin dans l'analyse.
On parle d'omnicanalité, de parcours client fluide, etc. C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? À quoi il faut penser en termes de peut-être d'organisation, de management, d'outils, pour faire en sorte justement que ce parcours client, cette expérience client que le client va vivre en face à face, quoi qu'il en soit, malgré tout, soit à peu près cohérent par rapport aux autres canaux, Jean-François. On a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure par rapport à la mesure de la satisfaction, mais certes, on ne peut pas comparer les canaux les uns par rapport aux autres. En revanche, on sait qu'un client, quoi qu'il en soit, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le reconnaisse, quel que soit le canal qu'il utilise. Alors, sur la partie parcours, pour répondre à la question, je pense qu'il faut en revenir au basique. Depuis quelques années, on a des définitions de design de parcours client qui sont des méthodes éprouvées. Alors, on en parle beaucoup. Après, quand vous rentrez dans le détail, je n'ai pas l'impression que tout le monde le fasse en appliquant bien la méthode. Il y a des méthodes concrètes. Il faut récupérer des insights clients. Donc, les insights clients, c'est relativement large. Ce n'est pas que de la satisfaction. C'est du feedback, c'est de l'innovation. Déjà dans les années 80, Toyota, vous parlez d'innovation en disant innovation collaborateur et client. Ça ne date pas d'aujourd'hui, sauf qu'il faut que ça remonte. Aujourd'hui, quand on a par exemple la réclamation qui est traitée au service qualité, qu'on nous dit que la qualité c'est dans l'autre département, est-ce qu'à un moment donné on match les données de réclat? Je crois que tout à l'heure Lamarck en parlait, notamment sur les feedbacks clients. Cette vue 360, le départ en termes de méthode, c'est bien qu'est-ce qu'a exprimé le client. On a une promesse de marque, on a une stratégie d'entreprise. Est-ce qu'elle correspond aux attentes qui évoluent? Ces attentes évoluent constamment. Deuxième point, le travail sur le design thinking ou autre pour définir les parcours clients. Ces deux choses, c'est déjà une vue qui n'est plus auto-centrée, mais qui est bien sur le parcours du client, avant même d'échanger avec l'entreprise. Parce que trop souvent, on se dit, alors, commençons par nos premières interactions. Mais la vie, elle ne commence pas là. Le client ne nous a pas attendu avant. Donc, c'est bien ces méthodes qui sont respectées. Et moi, je crois fondamentalement à, derrière ce concept de parcours client, en réalité, vous avez autour de la table un DRH, vous avez un DAF, vous avez un patron des opérations, un patron des ventes, des gens qui ne se parlent pas dans l'entreprise ou qui ne partagent pas les mêmes objectifs, je le répète. Et la gouvernance, tout ce qu'on peut se dire ici dans ces salons ou avec ces belles solutions qu'on nous propose, si la gouvernance n'est pas calée, le client qui lui est transverse, il va toujours se heurter à des problèmes donc dans les silos. Donc en un, les insights, en deux, un vrai design des parcours avec des ambassadeurs qui portent ce message, et c'est très dur, c'est du change management, parce que vous allez chahuter l'ensemble des silos. Et ensuite, le troisième point, confirmer avec les clients. C'est bien de se parler de clients aujourd'hui, si on n'est que entre nous, qu'il n'y a pas de clients autour de la table, ce qu'on va appeler les clauses de loop. Le client, il vient, il donne son avis, c'est bien votre initiative, j'aurais aimé plus, j'aurais aimé moins. Et là, on avance par itération. Ce qu'on récupère des méthodes agiles dans l'IT, les méthodes agiles dans l'IT, c'est juste un travail par itération, c'est avancer doucement, c'est aussi se planter facilement et rebondir et se relever. Et donc, je pense qu'on ne peut plus gérer des projets sur 3 ans avec X milliers de CAPEX et ainsi de suite ou plus. Il faut avancer par preuve de concept. Ça, vous le savez, mais c'est encore très dur, je trouve, dans les entreprises à définir. L'expérience client, c'est juste ça, hein, c'est arriver à caméra à l'épaule, vu ce qui se passe d'un point de vue client, et essayer de s'adapter, mais pour ça, il faut s'y mettre de l'autre côté. Au Club Med, Vincent, est-ce qu'il y a justement des insights clients que vous avez repérés, qui sont revenus souvent et qui vous ont permis justement d'améliorer l'expérience client en agence notamment? Oui, alors nous on a analysé tout ce qui est parcours omnicanaux et on a regardé justement l'ensemble des irritants qu'il y avait sur la chaîne. Donc on travaille évidemment en méthode agile avec proof of concept, mais ces sujets-là, c'est des sujets de transformation et longs. Donc il faut quand même s'engager sur des durées de 2-3 ans en disant ça va être un sujet de transformation. Il va falloir l'attaquer en disant c'est un sujet de transformation humaine, un sujet de transformation commerciale, un sujet de transformation de relations clients, un sujet d'homme. Et nous, le sujet qu'on a pris pour traiter l'omnicanalité, le point de base, c'est forcément la data et l'unification de l'ensemble des données et des silos. Donc on a fait ce travail un peu long de tout unifier et de mutualiser les outils qu'on peut avoir sur le site internet, dans nos contact centers ou aussi dans nos agences de voyage. C'est le seul moyen pour que l'ensemble des interactions, des contacts, des historisations puissent se parler d'un canal à un autre, puissent se réconcilier, et tout ça dans le but, ça va être de personnaliser. Donc quand on arrive à avoir cette unification, du coup cette simplicité, le travail de l'humain va vraiment pouvoir ressortir parce que ça va être transparent pour lui et va pouvoir aller dans de la personnalisation.
Très bien, merci. Je vais prendre des questions du public. Les parcours clients deviennent omnicanaux. Je pense que normalement, ça doit s'afficher. Là, je viens de le perdre. En fait, je viens de perdre ma question. C'est quand même un peu fâcheux. C'est là. Ah non, voilà. Les parcours clients deviennent omnicanaux. Quid des objectifs de chaque vendeur, en face à face ou en omnicanal? Qui veut répondre à cette première question? Alors moi, je veux bien la prendre parce qu'on a travaillé dessus. Donc évidemment, là, l'objectif, ça va être de casser justement ces silos entre le online et le offline. Et donc nous, on travaille par zone de chalandise. Et donc une agence de voyage qui va être sur une zone de chalandise, la vente peut se faire sur le site internet, dans son agence de voyage en contact center. La rémunération sera la sienne. Peu importe s'il a été en contact avec, nos agences de voyage, nos directeurs d'agences de voyage ont la responsabilité d'animer leur zone de chalandise. Et donc du coup, on casse un petit peu ces silos. Peu importe où se fait la vente, ça reviendra à la zone de chalandise. Un commentaire, une remarque, un non? Ok. On passe à une deuxième question. Quel est le programme d'intégration et de formation des nouveaux collaborateurs? Au printemps, par exemple, Céline, comment ça se passe pour les nouveaux? Alors, les personnes qui arrivent au printemps sont accueillies et bénéficient d'une demi-journée d'intégration, qu'on soit collaborateur de marque ou collaborateur du printemps, pour avoir une présentation générale de l'entreprise, de son fonctionnement, de nos attentes, de nos exigences. Ça concerne l'ensemble des collaborateurs qui viennent. C'est vrai il y a 3000 collaborateurs qui viennent travailler au printemps. En moyenne, chaque jour, ils sont plus de 2000. Parmi eux, il y en a qui sont là depuis 10 ans, il y en a qui sont là depuis 20 ans, et puis il y en a qui changent toutes les semaines. Il y en a qui vont travailler une semaine au printemps, une semaine aux galeries, une semaine au bon marché. Donc c'est vrai qu'on se doit de leur communiquer les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est un véritable enjeu. À côté de ça, bien entendu, ils sont également formés par les marques. Et en ce qui concerne nos collaborateurs à nous, qui sont moins nombreux, ils bénéficient bien entendu de cette première partie d'intégration et puis également d'un parcours de formation vendeur ou manager qui est mis en place et proposé par la Printemps Académique et notre académie de formation. D'accord. De notre côté, donc, nous renforçons les actions tutorat. Je pense que la partie formation initiale, elle s'étend sur une sorte de formation quelque part continue. C'est-à-dire que on parlait d'un parcours client qui était un peu une boucle sans fin. Et moi, je reste persuadé qu'une formation initiale sèche ne vaut rien. Il faut vraiment l'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tuteur, ça veut dire formation de formateur, ça veut dire redonner quelque part du sens aux collaborateurs, mais aussi aux managers qui vont les accompagner. Donc on travaille ce qu'on va appeler les soft skills, tous ces qualités, compétences liées au savoir-être. Le savoir-faire, il est technique, mais un client aujourd'hui, il ne veut pas une réponse technique à une question technique. Il veut vivre une expérience, ressentir des émotions. À un moment donné, le lâcher de script, on l'en sait, ne pas suivre son script, c'est au moins remettre l'humain au sens, redonner la valeur et redonner la valeur au client et redonner le sens aux collaborateurs. Donc on travaille cette partie donc de soft skills justement. C'est compliqué lorsque dans la chaîne de traitement des demandes clients, vous avez des profils complètement différents, des salariés mais aussi des personnes externes, puisque ça arrive aussi de faire intervenir intérimaires ou autres. Et donc c'est très dur d'embarquer. Donc je pense qu'il faut donner une vision commune, un programme, donner de la valeur à travers les parcours clients, expliquer ce que vit le client, le collaborateur, il n'est pas idiot, il sait ensuite se positionner au bon endroit, mais après il faut leur apprendre à faire. Et sur cette partie soft skills, je pense que notamment les générations Y en quête de sens sont friands aussi de cet apport-là. Je donne un apport technique, mais je donne aussi une partie de moi-même dans cette relation que je vais essayer d'humaniser. Au Club Med, est-ce que la formation, l'intégration est la même pour tous, que ce soit dans les resorts, au téléphone, pour les agences? Et puis, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, en gros, il y a un passage obligé, c'est d'aller vivre une expérience dans un resort. Ça, c'est dur quand même, hein, Vincent. C'est l'étape la plus dure du recrutement. Non, on a des formations qui sont différentes en fonction de la typologie de collaborateurs, donc puisqu'il y aura des parcours dédiés à la vente et à la relation client, qui vont être des formations sur les soft skills, sur la technique de vente, sur le produit, donc l'immersion en village. Et puis nos collaborateurs en village, où là c'est vraiment différent, on est vraiment sur du tutoriel,
On a beaucoup de gens qui travaillent sur des saisons, et donc il faut intégrer vite. Et ça, c'est le savoir-faire des anciens qui inculquent aux autres. D'accord, il y a Il y a un passage et un relais de témoins de transmission de l'historique. D'accord, très bien. Une question pour vous, Céline. Votre service de personal shopper vous a-t-il aidé à développer votre relation client pour les clients non initiés? Et pensez-vous que toutes les forces de vente devraient savoir être ou devenir personal shopper ou personal assistant pour personnaliser l'expérience au printemps? Alors, Première question, votre service de personal shopper vous a-t-il aidé à développer votre relation client pour les clients non initiés? oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que des clients initiés ont parlé de ce service à d'autres. Et donc, ça fait un effet boule de neige et on rentre dans un cercle vertueux qui, bien sûr, nous a aidé à développer le service. C'est un service qui a commencé avec 4 ou 5 personal shoppers et qui aujourd'hui a plus d'une vingtaine. Donc, bien entendu. Est-ce que tous nos vendeurs devraient, à terme, passer personal shopper? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Je pense que c'est aujourd'hui, nos personal shoppers ont cette vraie compétence de relations humaines, d'émotion, d'accompagnement du client du début à la fin de la relation qui, on l'espère, n'existe pas. Ils sont capables de devancer les attentes de nos clients, d'aller plus loin que la transaction simple, mais bien entendu d'être dans la relation. Donc, alors on n'ira pas vers ça, mais en tout cas dans les compétences et les attitudes requises pour nos équipes, oui, on aimerait qu'ils soient tous capables d'être personal shopper. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, ensuite, une autre question. Comment garder cet état... Alors, oui, mais là, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir... je ne sais pas à qui ça s'adresse. Question pour Céline. Le Printemps Haussmann dispose-t-il d'un dispositif de CRM dédié aux clients haut de gamme? Lequel est-ce? Ah oui, très précisément, lequel est-ce? Alors, dans notre programme de fidélité, nous avons plusieurs statuts et le dernier statut, bien entendu, s'adresse à nos meilleures clientes et nos meilleurs clients et qu'on peut tout à fait qualifier de haut de gamme parce qu'il y a un panier d'achat qui est assez élevé. Après, on essaye de nouer une relation encore différente qui va au-delà de notre programme de fidélité avec nos top clientes et clients, mais c'est vrai que c'est essentiellement féminin quand même. Pour lesquels on organise des événements spécifiques, des invitations privées, des rencontres avec des créateurs, des trunk shows, et qui vont permettre d'animer ces clientes autrement que par juste de la campagne emailing ou SMS, bien sûr. On a des personnes en magasin qui leur sont dédiées, qui vont les accueillir aussi de manière spécifique dans un salon dédié à cet effet. Et grâce à ce dispositif, j'ai envie de dire, on a réussi à faire se rencontrer et se créer des amitiés entre certaines de nos clientes qui ont rencontré des personnes qui avaient les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt, qui sont devenues les meilleures amies du monde. Et ces clientes nous remercient d'avoir permis de nouer de nouvelles amitiés. Ça me permet de rebondir. Vincent, est-ce que vous créez des animations justement pour vos clients en agence? Est-ce que vous organisez parfois des événements? Oui, c'est le rôle. Ça fait partie des missions des directeurs d'agence qui, comme je disais tout à l'heure, qui doivent animer leur zone de chalandise. Et donc les soirées à thème, c'est 2-3 fois par semaine. Sur les Champs-Élysées, on a la chance. Donc à titre d'exemple, quand c'est l'arrivée du Tour de France, on a un lieu privilégié pour le voir. Et là, on invite évidemment nos meilleurs clients à en bénéficier. Très bien. Une question sur est-ce que l'expérience client face à face peut se faire en visioconférence ou doit-elle obligatoirement être physique? C'est une bonne question, ça, pour le coup. Alors, au printemps, je ne sais pas si, pour le coup, ça s'y prête, mais... En fait, nous, bizarrement, il y a une vingtaine d'années, on était assez précurseurs dans le e-commerce et on avait des webcamers qui sillonnaient le printemps. Ils étaient sur des rollers, avaient une webcam et un ordinateur portable accroché en bandoulière et ils répondaient aux demandes clients. Donc, on était vraiment précurseurs du e-commerce, ce qu'on est moins aujourd'hui. Donc, oui, ça se faisait justement par webcam, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le sujet. Jean-François, on a des initiatives, ça reste à l'état d'initiative, de suivi
de traitement de patients à distance avec des infirmières. Vous savez que l'infirmière en relation face-face, elle a un acte privilégié, c'est qu'elle utilise la voix et l'ouïe, mais elle va jusqu'à toucher, piquer même parfois. Et donc l'infirmière, elle rentre dans l'intimité puisqu'elle est au domicile, mais elle va jusqu'à prodiguer ses actes, c'est un peu la référente. Donc elle fait partie un peu aussi de la famille. Sauf que l'infirmière, elle ne peut pas être partout tout le temps. Donc quand vous avez des protocoles de suivi où vous devez assez régulièrement revenir quelque part, prendre du feedback client, motiver, coacher, poser les questions, faire dire pour que le patient s'exprime, la visio, à notre sens, peut apporter, puisqu'on est entre cette relation distante, digitale, en même temps humanisée. Après, ce sont des réflexions, il y a des pilotes, c'est compliqué pour différentes raisons. Je crois que la technique est déjà là, les raisons sont autres, vous vous en doutez. Mais pour moi, c'est ce fameux lien entre cette relation distante et ce que l'être humain peut apporter à travers un regard. Le regard que l'infirmière aura en face-face, il sera le même avec cette voix réassurante. Et je pense que l'image peut permettre de conforter le patient et donc apporter un plus. Par contre, ça répond à des cas très spécifiques et les enjeux en interne sont complexes et costauds. Vincent, est-ce que c'est un dispositif que vous pourriez imaginer, notamment pour le centre de relations clients? Alors, c'est un dispositif qu'on n'utilise pas et qu'on pourrait totalement imaginer. À partir du moment où on a de plus en plus de relations qui se nouent sur ce que j'appelle le conseiller de vente personnel, il y a des conseillers qui suivent des familles de génération en génération, de vacances en vacances. Évidemment, c'est un complément qui pourrait être très utile à celui du face-à-face. Alors une autre question pour le Club Med. Est-ce que l'expérience en VR, en boutique ou en appartement fonctionne sur tous les types de clients? Et est-ce qu'elle permet, cette expérience, de séduire le client sans tout lui dévoiler du voyage en question? Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, rien ne remplacera l'expérience en resort. La réalité virtuelle, tous nos clients qui l'utilisent en agence de voyage en sont séduits. On n'a aucun retour. Les personnes disent ça m'a gâché mes vacances après, ou j'en suis pas séduit. C'est pas merveilleux d'être plongé au cœur d'un resort. C'est quoi le plus finalement? Qu'est-ce que ça apporte en plus? Le plus, c'est de se projeter tout de suite dans les vacances. Vous mettez le casque à 360 degrés, vous installez sur une chaise qui va pivoter et vous avez l'impression d'être transporté, j'en sais rien, aux Maldives, à Punta Cana, à l'île Maurice. Et vous voyez le village, vous voyez les activités. C'est évidemment un plus pour la conversion. Alors, quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour collecter et analyser les verbatims clients et quelles sont les principales causes racines d'insatisfaction client? Céline? Alors, nous avons mis en place depuis le mois de juin un système donc, de collecte de verbatim. On adresse chaque jour à nos clients un email avec un questionnaire de satisfaction auquel nos clients répondent. Donc on le fait avec Critizer qui est présent sur le salon. Et on récupère du verbatim. Là aussi, on a un taux de retour alors qu'il n'a rien à voir quand même. On était fiers de nos taux, mais alors pour le coup, je m'incline. Pour autant, voilà, ça nous permet, nos clients s'expriment de manière assez volontaire et s'expriment sur des sujets très, très variés sur la qualité de leur expérience, donc à des sujets qui sont pour le coup très, très tout en bas de la pyramide de Maslow sur le nombre et la propreté des toilettes, à la qualité de l'expérience qu'ils ont vécue avec nos vendeurs. Et dans les commentaires, on sent que nos clients ont envie qu'on redescende l'information en fait aux vendeurs, puisqu'ils vont aller jusqu'à dire la jeune fille blonde du stand machin du 3e étage. On sent qu'ils ont vraiment envie que l'information redescende aux vendeurs et que la qualité, c'est la moitié des retours clients sont des compliments, et dans ces compliments, la grande majorité, c'est des compliments qui sont destinés à nos équipes. Donc ce qui nous permet, nous, de les mobiliser et de les sensibiliser encore et toujours à l'importance de la qualité de la relation client, puisque c'est la première source de verbatim qu'on reçoit et qui les valorise eux, ça valorise leur travail. Donc c'est récent, hein, c'est depuis le mois de juin, mais on en tire énormément de bénéfices, et encore, je pense qu'on n'est qu'au début du sujet. Vincent, un mot sur les verbatims, justement, par rapport au retour des questionnaires de satisfaction? C'est quelque chose qui nous tient très à cœur, et c'est l'expérience de nos clients, c'est notre métier, d'offrir une expérience qui soit la meilleure possible. Donc évidemment, on est attentif à tous les verbatims, notamment ceux qui sont négatifs, et c'est quelque chose qu'on anime au quotidien. On a digitalisé beaucoup également
avec le temps réel, puisqu'il y a beaucoup de choses que les clients partagent directement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur TripAdvisor, etc. Et donc, on récupère directement toutes ces informations-là et on les met à disposition immédiate de nos personnes en village, donc, que ce soit les guest relations ou les directeurs de resort. Ils voient en temps réel ce qui se passe dans leur village, dans leur resort. Donc, ça leur permet d'ajuster immédiatement. Donc, bien sûr, en complément, il y a le questionnaire de satisfaction. Il arrive 15 jours, 3 semaines après. Donc, c'était comme ça qu'on travaillait avant. Avec la digitalisation, on a pu travailler. Maintenant, on travaille dans l'heure. Depuis 1 an et demi, nous travaillons avec un gros acteur donc global sur les 80 pays de feedback management, ce qui nous permet d'avoir sur toute la chaîne managériale des retours clients, allant même jusqu'à nos membres du COMEX qui en temps réel reçoivent des feedbacks de clients qui ont été triés, ce qui nous a permis de voir que la relation client face à face, justement, les plus gros sujets sont sur la partie vendeur et customer service. Donc ça, c'était un premier point très très bon pour nous, en tout cas. Le deuxième point, c'est que nous avons investi dans une société qui n'est pas très loin, là, sur la gauche, je ne vais pas citer le nom, sur du Verbatim Analytics, ce qui nous permet de traiter les rapports de nos patients, les retours de nos patients pour essayer de définir des tendances de fond. Et donc je reste convaincu que l'intelligence artificielle à ce niveau-là nous permet d'aller au-delà d'une première lecture que ferait l'humain pour vraiment mettre le point sur des points clés qui permettent justement de transformer l'expérience client. Alors une dernière question, et ça faisait aussi partie effectivement d'une des questions dans le public, c'est finalement la question, c'était comment on enchante l'expérience client en face à face. Si on devait retenir une idée, un outil, un dispositif, quelque chose, un élément, ce serait quoi pour vous? En un mot, pour moi, ce sera la personnalisation. Qui prend la parole, Céline? Moi, je dirais le plaisir du personnel de vente en fait, qui sera en magasin et qui sera en contact direct avec le client. Plus ou moins la même chose. Les soft skills, lâchez la bride, laissez vos collaborateurs s'exprimer. Vous verrez, ils transformeront très bien. Parfait. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.